Hello everyone and thank you for being there. My name is À Magali. tous, I'm the chair of the je online suis society of the Internet Society Foundation. la présidente du groupe d'intérêt spécial pour la cybersécurité. Est-ce que vous m'entendez? Okay. We can hear you. We can hear you. Okay, thank you very much again for being there. Merci beaucoup pour votre présence. Je sais que vous êtes tous très occupés. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait déjà partie de nos vies quotidiennes et d'un objet dont nous nous servons au quotidien. C'est un tout petit objet qu'on peut tenir dans la paume de la main, mais c'est un objet très puissant. Donc oui, c'est les smartphones. Donc nos smartphones sont des ordinateurs très puissants et de fait, ce n'est pas une surprise qu'ils font souvent la cible de cybercriminels. Donc en 2018, 27% des entreprises ont été attaquées par le biais de téléphones et notamment des fraudes bancaires. En 2023, les chiens ne sont plus les meilleurs amis des humains. Ils ont été remplacés par les smartphones. Nous emmenons nos smartphones partout, quand nous allons nous promener, quand nous allons faire nos courses, quand nous sommes au lit, nous avons nos smartphones avec nous. Donc, selon une étude, 46% des personnes passent entre 5 et 6 heures par jour sur leur téléphone et 11% avouent l'utiliser plus de 7 heures par jour. Donc, nos smartphones sont donc liés à notre vie en ligne. Ils ont tous nos contacts, nos mails, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans un smartphone. Mais ce qui est le plus important, c'est que ces smartphones sont rarement protégés, et notamment par des antivirus. Et tout le monde n'utilise pas de VPN pour se connecter à un Wi-Fi public. Donc, pendant ce webinaire, nous allons parler de la sécurité des smartphones. Et pour ce faire, nous avons deux intervenants. Donc, tout d'abord, nous avons Vianney Forewa, qui va nous décrire les stratégies que nous pouvons suivre pour protéger nos smartphones. Et ensuite, nous aurons Tabitha Wangeshi, qui va nous parler du côté obscur des réseaux sociaux. Donc, nous aurons 15 minutes de discours de chaque intervenant. Et ensuite, ils prendront le temps de répondre à vos questions. Et donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Monsieur Vianney Forewa. Allez-y. C'est à vous. Bonjour. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui touche à tout le monde. Parce que je pense que toutes les personnes présentes aujourd'hui possèdent un smartphone et nous réalisons beaucoup d'activités sur nos smartphones ces jours-ci. L'Internet a transformé la façon dont nous vivons et les possibilités qui nous sont accessibles en utilisant un smartphone. Cependant, cela nous expose à plusieurs menaces de cybersécurité que je vais donc chercher à couvrir aujourd'hui. Et c'est très important pour tout le monde. Et donc, dans ma présentation aujourd'hui, je vais vous donner des conseils sur comment sauvegarder vos appareils et vos données personnelles. Donc, le premier point que je vais aborder aujourd'hui touche à l'installation donc d'un programme antivirus. Comme nous le savons tous, quand nous parlons d'antivirus, c'est donc un logiciel qui nous permet de contrer des virus. Il y a des milliers de virus en circulation que des personnes mal intentionnées créent, auxquelles ils donnent des instructions spécifiques. Et ces virus sont ensuite exécutés sur nos appareils. Certains de ces virus ciblent des informations très spécifiques qui peuvent être donc des données sensibles comme vos coordonnées bancaires,
des données liées à votre localisation et qui peut vous permettre donc de cibler un individu en particulier. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un antivirus qui permet donc de contrer les actions de certains de ces virus et de nous assurer que nos téléphones sont protégés. Évidemment, ça ne s'arrête pas à nos téléphones, c'est également le cas pour nos ordinateurs et nos ordinateurs portables. Il faut toujours installer un antivirus et s'assurer qu'ils sont mis à jour. De nombreuses personnes dépendent d'antivirus gratuits qui fournissent une protection minimale. Je pense que si on peut accéder à un antivirus, ça va donc nous permettre de protéger nos appareils pour une année entière, ce qui est très important. Et cet antivirus va pouvoir réaliser des évaluations régulières pour être sûr que votre appareil n'a pas de virus. Donc, le deuxième point que j'aimerais aborder est donc l'activation de la protection par mot de passe. Donc, beaucoup des plateformes que nous utilisons ont des mots de passe. Mais nous continuons à voir que, à cause de la nature des mots de passe que nous choisissons, ils sont en fait très prévisibles. Et ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas souhaitable en termes de cybersécurité. Un mot de passe qui peut facilement être deviné vous laisse exposé à la possibilité de piratage. Et donc, il faut toujours utiliser une combinaison de lettres, de chiffres et de symboles pour constituer nos mots de passe. Spécifiquement, pour les appareils mobiles, vous devez activer la protection par mot de passe. Et donc, vous devez garantir que pour que quelqu'un puisse accéder à votre appareil, cette personne doit rentrer un mot de passe. Et avec ce mécanisme en place, vous savez que vous seul pouvez avoir accès à ces plateformes et à votre appareil. J'aimerais également vous parler de comment utiliser la double authentification. Cela permet d'ajouter une nouvelle couche de sécurité à vos comptes. Donc, ça veut dire que vous ne dépendez pas seulement d'un mot de passe, mais il y a un niveau de sécurité supérieur. Et donc, même si quelqu'un pourrait deviner votre mot de passe, eh bien, ils ont besoin de ce deuxième niveau d'authentification pour accéder à vos comptes. Donc, vous devez activer cette option sur vos appareils, sur les plateformes, sur les applications que vous utilisez. Et il y a de nombreuses plateformes qui fournissent ce type d'authentification, ce double authentification. Donc Facebook, WhatsApp, Telegram, la plupart des plateformes en bénéficient. Et même en fait, pour les téléphones portables, il y a un deuxième niveau de sécurité qui est inclus dans la plupart des téléphones et qui donc nous demande de rentrer 2 mots de passe. Et c'est très important de prendre cela en considération. Ensuite, je veux parler de l'idée de garder votre système d'exploitation et vos applications mises à jour. Et c'est très important parce que ces mises à jour permettent de protéger vos appareils. La plupart des mises à jour qui viennent avec ces applications, en fait, sont des corrections pour des vulnérabilités qui ont été découvertes. Et donc, si vous ne réalisez pas ces mises à jour, vous utilisez une version de l'application qui a encore cette vulnérabilité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut mettre à jour, parce que comme ça, vous avez la toute dernière version qui est protégée au maximum. Donc, toujours mettre vos applications et le système d'exploitation de votre téléphone à jour. Ensuite, je vais vous parler des extensions pour les navigateurs. Donc, si vous utilisez un navigateur sur vos téléphones, vous allez vous rendre compte que ces navigateurs bénéficient de systèmes de protection intégrés. Mais en ajoutant des extensions, cela vous permet de rajouter une couche supplémentaire de protection. Et donc, cela peut prendre la forme de bloqueurs de publicité qui bloquent donc des pop-up, des fenêtres pop-up sur votre navigateur. Mais cela peut également être des vérificateurs de HTTPS
qui donc vérifie la sécurité des sites web que vous consultez. Et c'est très important parce que parfois, vous pouvez des sites web qui hébergent des logiciels malveillants. Et quand on visite ce type de site-là, on télécharge sans le vouloir ces logiciels malveillants qui sont ensuite sur vos appareils. Donc, ça permet vraiment d'ajouter, les extensions permettent d'ajouter une couche de protection supplémentaire à nos activités de navigation. Je veux également vous parler de vos paramètres de confidentialité. Donc, sur les appareils mobiles, on trouve souvent des paramètres de sécurité qui sont différents, en fait, selon l'appareil. Et la plupart de ces paramètres de confidentialité sont conçus pour nous protéger, ou du moins pour nous permettre à utiliser les mécanismes de protection intégrés pour protéger nos appareils, que ce soit donc l'utilisation de mots de passe, de code PIN, de patrons. Mais il y a également d'autres mécanismes, donc par exemple la sauvegarde des données qui sont sur vos appareils, et donc vous devez explorer ces options-là, quel que soit l'appareil que vous utilisez, rendez-vous vers les paramètres et vous pourrez là voir en fait ce que l'entreprise qui a manufacturé le téléphone propose comme paramètre qui va vous permettre donc de protéger votre appareil au maximum. J'aimerais également vous parler de comment vous pouvez sauvegarder vos données de manière régulière. C'est très important de réaliser ces sauvegardes, notamment pour des cyberattaques qui impliquent une violation de vos données. Donc, si vous avez des sauvegardes, vous pouvez récupérer vos données, même si votre appareil est cassé ou perdu. Donc, vous pouvez sauvegarder l'ensemble de votre appareil. Vous pouvez sauvegarder les données d'applications spécifiques. Et c'est vraiment très important de faire cela parce que si vous n'avez plus un accès physique à votre appareil, ça vous laisse quand même une possibilité donc de récupérer ces données-là. La plupart d'entre nous connectent nos appareils mobiles à la Wi-Fi, que ce soit donc au bureau, à la maison ou des réseaux Wi-Fi publics. Donc, par exemple, quand on est à des conférences, etc. Mais donc, le fait d'accéder à certains de ces réseaux publics, votre interprète s'excuse, mais la connexion de l'intervenant est interrompue. Et donc, la connexion à ces réseaux est très risquée pour les utilisateurs qui s'en servent. S'il y a toujours la possibilité que des personnes malveillantes pourraient accéder aux données qui entrent et quittent votre téléphone. Donc, il y a toujours un besoin de se protéger sur des réseaux publics. Donc, par exemple, d'utiliser un VPN. Et donc, très facile à télécharger et cela garantit que votre information reste sûre et protégée et ne peut pas que un tiers ne puisse y accéder. Je veux également vous parler de comment les liens de hameçonnage ou de phishing peuvent vous poser problème. Votre interprète s'excuse, mais le son est de nouveau très mauvais. Et la connexion semble coupée. Donc, il faut toujours être très critique ou méfiant, en tout cas, des emails qui demandent vos données personnelles. Donc, c'est très important que quand vous voyez ces emails qui demandent vos informations personnelles, eh bien, il faut toujours vérifier qu'ils proviennent d'une source authentique. Et faites très attention et méfiez-vous, vérifiez toujours avant de cliquer.
Et s'il y a des demandes, quelqu'un vous demande vos données personnelles, eh bien, il faut toujours vérifier sur le site principal avant de cliquer sur quelque lien que ce soit. Enfin, je voudrais vous parler de piratage psychologique qui est très courant aujourd'hui. Parce que c'est une méthode qui est privilégiée par les pirates low-tech. C'est une méthode qui est de plus en plus utilisée. Et donc, c'est des attaques qui cherchent à berner leurs victimes. Ils utilisent différents outils, donc que ce soit les téléphones ou les réseaux sociaux. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous contacte en vous présentant une opportunité et ils vous disent, eh bien, vous allez recevoir un appel. Et une fois que vous recevez cet appel, on vous demande certaines données. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que ça leur permet de mettre vos mots de passe à jour. Et cela peut leur donner accès à vos comptes de réseaux sociaux, etc. Donc, il faut rester très, très vigilant. Le piratage psychologique est très dangereux dans nos sociétés et nous devons vraiment être très vigilants. Donc, faites attention à toute communication que vous recevez. Si cela vous paraît suspicieux, ne répondez pas. Et donc, voici, je vous ai parlé donc de 10 façons différentes de protéger votre téléphone des cybercriminels. Donc, il faut toujours prioriser votre sécurité en ligne et chercher toujours à garder vos appareils et vos applications mises à jour. Donc, merci beaucoup et je vais passer la parole à ma collègue. Merci beaucoup pour cette présentation, Vianney Forewa. Dans les commentaires, je vois que nous avons de nombreux participantes qui nous viennent de différents pays, le Kenya, l'Ouganda, Madagascar, du Ghana, et j'ai remarqué une question de M. Odiambo. Il dit « Bonjour tout le monde, ceci est très intéressant, c'est une discussion très intéressante. Je voudrais me demander s'il y a des moyens de remplacer l'utilisation de mots de passe par autre chose, par exemple l'authentification biométrique. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Est-ce que vous pourriez me relire la question, s'il vous plaît ? La question a été posée dans les commentaires. Bonjour tout le monde. C'est une discussion très intéressante. J'ai récemment appris que Google introduit Passkey pour replacer l'utilisation de mots de passe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que l'utilisation de Passkey a été introduite par d'autres plateformes également. À l'heure actuelle, il y a une version de Passkey qui est très très basse en termes d'utilisation. Ces plateformes font encore des tests à l'heure actuelle. Mais je pense que c'est probablement plus sécurisé que l'utilisation de mots de passe lambda, puisque Passkey fournit des mesures de sécurité plus rigoureuses à l'utilisateur et empêche les possibilités de vol d'identité ou d'accès à différents comptes qui sont censés être sécurisés. Je pense que si c'est quelque chose qui est mis en place de manière plus vaste, ça contribuera à lutter contre les cyberattaques. Merci beaucoup. Il y a une autre question de Sofinga. Elle demande, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus sur la question des paramètres ? Et je voudrais ajouter que si quelqu'un a une question, vous pouvez la taper dans le chat, mais vous pouvez également lever votre main.
Donc, la question de Sofinga, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces questions des paramètres? Oui, donc au niveau des paramètres par défaut, par exemple, les smartphones ont souvent des paramètres de sécurité par défaut. Et il faut que vous inspectiez les paramètres par défaut de votre téléphone parce qu'il y a toujours un menu qui traite de la sécurité et vous avez différentes possibilités. Vous pouvez ajouter des mots de passe sur votre téléphone. Vous pouvez gérer différentes mesures de sécurité. Et ce que je voulais faire passer comme message sur ce point-là, c'était qu'il faut vraiment s'attaquer à cette question des paramètres par défaut et les adapter à votre situation. Il faut que vous voyez ce que votre téléphone mobile peut vous fournir comme protection. Merci. Je voulais savoir, y a-t-il d'autres questions? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à demander à Monsieur Forewa? Oui, Madame Ngassa, vous pouvez prendre la parole, allez-y. J'ai une question par rapport au lien de phishing, de hameçonnage. C'est l'une des attaques les plus communes, finalement, c'est ces liens. Comment est-ce que l'on peut identifier un mauvais lien? Est-ce que vous avez 3 petits conseils pour nous permettre d'identifier la malveillance de certains liens? Merci beaucoup pour cette question, Madame Sophie. Donc, je vais peut-être commencer par vous dire que généralement, les liens de phishing sont accompagnés de messages qui ne paraissent pas du tout crédibles. Dans mon contexte au Cameroun, nous reconnaissons ces attaques parce que quelqu'un partage une opportunité d'avoir beaucoup d'argent. Et c'est finalement du clickbait, c'est quelque chose qui pousse la personne qui reçoit le mail à cliquer sur le lien. Donc, s'il y a des mails où il y a quelque chose qui paraît trop beau pour être vrai, si vous commencez à vous dire, est-ce que ça peut vraiment être vrai? Dans ces cas-là, oui, c'est peut-être un lien de phishing. Ensuite, il faut que vous fassiez une recherche pour vérifier si c'est une attaque qui a déjà été utilisée. Et ensuite, vous pouvez faire des recherches, vous vérifiez si c'est quelque chose qui est vrai, appeler le service consommateur. Mais ce genre d'attaque, en fait, cherche à attirer, à appeler l'attention de la personne et à vous pousser à cliquer sur le lien. Donc, si ça paraît trop beau pour être vrai, c'est peut-être un lien de phishing. Il y a également des dangers, par exemple, au niveau de là où si on vous demande des données bancaires. La plupart des mails de phishing, parfois, seront directement classés dans les spams. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez étudier le lien qui vous a été envoyé, voir si le lien vous paraît sécurisé. Le lien qui vous demande des données personnelles doit être sécurisé. Il faut que vous vérifiez qu'il soit sécurisé avant de cliquer. Donc, la première chose, c'est probablement donc à nouveau de faire attention au contenu, le message qui entoure ce lien. Ensuite, s'attaquer au lien lui-même, voir s'il vous paraît sécurisé et faire très attention. Merci beaucoup. Nous avons une autre question de Marie Damarc. Pour rester dans les temps, je vais lui demander de taper sa question dans le chat. Et ensuite, Monsieur Forama, vous pourrez peut-être répondre en commentaire, puisque maintenant, nous allons donner la parole à une autre intervenante. C'est une femme jeune et dynamique, Tabitha Wangeshi. Elle est experte en droit numérique et en sécurité au Kenya.
Elle est également membre active de l'Internet Society et d'associations au Kenya. Elle est passionnée par toute cette question d'hygiène numérique, de protection en ligne et de sécurité. Donc, c'est sans surprise qu'elle a participé à de nombreuses sessions autour du sujet de la protection des données et la participation des femmes dans ces espaces numériques. Aujourd'hui, elle nous présente une session qui s'appelle « Le côté sombre des réseaux sociaux pour se protéger et ses données en ligne ». Elle va vous parler de différents sujets qui ont trait à sa présentation aujourd'hui. Tabitha Wangechi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Magali, pour cette très gentille introduction. Je ne pense pas que j'ai besoin de me représenter. Je vais donc directement me lancer dans ma présentation. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être ici aujourd'hui. Je voudrais saluer la présence de l'Internet Society, le président du chapitre kenyan, Monsieur Alphonse Odiambo, Kari Onsana. Donc, pour commencer notre présentation, nous allons parler des côtés sombres des réseaux sociaux et apprendre à se protéger soi-même et ses données lorsque l'on est en ligne. Et ceci dans le cadre du groupe d'intérêt spécial de la sécurité en ligne. Donc, il s'avère que les réseaux sociaux ont vraiment évolué ces dernières années et ceci est lié au fait qu'il y a de plus en plus de personnes de par le monde qui utilisent les réseaux sociaux. Il y a plus de 53% de la population mondiale qui utilise l'Internet. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que maintenant que les personnes utilisent les réseaux sociaux de plus en plus, il y a de plus en plus de risques liés à cet espace en ligne, le cyberharcèlement, les addictions, le phishing et des problèmes de santé mentale, entre autres. Donc, il faut que l'on soit conscient de ces problèmes et comment on peut rester sécurisé en ligne. Donc, ici, nous avons des statistiques que j'ai trouvées très intéressantes, de Statista qui parlent du nombre d'utilisateurs de réseaux sociaux mondiaux en 1 milliard. Vous voyez qu'il y a une croissante constante. Nous sommes en 2023. On est à 4,89 milliards d'utilisateurs sur les réseaux sociaux et on s'attend à ce que 2027, ce numéro continue à grandir et qu'on atteigne 5,85 milliards. Donc, la première menace dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le cyberharcèlement. C'est quelque chose d'assez connu. On parle souvent de harcèlement en ligne, de menaces, et on utilise parfois des plateformes. C'est souvent parfois des hommes qui dominent en tant que délinquants et qui harcèlent, par exemple, des victimes en ligne. Cela ne signifie pas, ceci dit, que les femmes ne peuvent pas également être les délinquantes, mais les proportions sont divisées, où on voit que c'est plus souvent la femme qui est victime dans le cas de cyberharcèlement. Généralement, les personnes malveillantes installent des logiciels et ensuite peuvent surveiller la femme à travers la caméra de l'ordinateur, par exemple. Et ensuite peuvent récolter des images de cette femme lorsqu'elle utilise son ordinateur. Donc, c'est quelque chose d'assez effrayant. À cause des antécédents socio-économiques, la plupart des victimes sont des personnes qui ont des profils assez élevés. Généralement, de nombreuses jeunes personnes peuvent également être victimes de cyberharcèlement. C'est pour ça qu'il faudrait parfois installer des logiciels de suivi d'ordinateur pour se protéger. Mais d'autres personnes pourraient installer un logiciel pour suivre votre activité sur votre ordinateur. Donc ça, c'est un logiciel malveillant. Il y a également du harcèlement anonyme en ligne, quelqu'un qui vous espionne à travers les réseaux sociaux pour planifier une attaque ou abîmer votre réputation. Il y a différents logiciels
où il y a des escroqueries qui vous poussent à télécharger certains logiciels qui ensuite leur permettront d'avoir accès à vos réseaux sociaux ou à d'autres plateformes. Parfois, il y a des applis qui sont également là pour espionner vos appareils. Un autre exemple de cyberharcèlement, c'est le harcèlement par appel téléphonique, par message, par texto, par mail incessant. Donc, votre nom de famille n'est peut-être pas Kardashian, mais je peux vous assurer qu'il peut y avoir quelqu'un qui s'intéresse et qui vous surveille. Donc, vous n'avez pas besoin forcément d'être une célébrité ou d'un top modèle. Il peut y avoir une personne qui pourrait s'intéresser à vous et qui pourrait vous espionner et surveiller le contenu que vous postez. Donc, il faut faire attention aux informations que vous postez publiquement. Ensuite, je voudrais vous parler des attaques, des escroqueries et des arnaques de phishing, le hameçonnage. Donc, c'est quelque chose qui est lié à l'ingénierie sociale. On arnaque les personnes et on les force à partager, on les arnaque pour les pousser à partager des informations personnelles, des identifiants. Et c'est quelqu'un qui fait semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Donc, par exemple, quelqu'un qui représente une compagnie ou une banque ou votre opérateur réseau. D'après les statistiques de Statista, le groupe des 31-40 ans, il est plus probable pour ce groupe qu'ils cliquent sur un mail de phishing. Et les jeunes également sont menacés. Entre l'âge de 16 et 24 ans, il est probable que des individus cliquent sur des liens et commettent des erreurs de sécurité dont leurs compagnies ne seront pas conscientes. Les arnaques de phishing sont diverses, ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Il y a différents types d'attaques de phishing qui sont élaborées pour attaquer des personnes spécifiques. Donc, par exemple, il y a le spear phishing, le hameçonnage ciblé, et un arnaqueur cible un groupe spécifique ou une personne en particulier. Ils viennent à l'Internet Society et chercher à cibler le manager informatique. Donc, dans ces cas-là, il y aurait une attaque beaucoup plus ciblée avec un email qui lui dit que le système informatique de la compagnie a un problème. Donc, c'est quelque chose d'assez personnalisé. On essaie de demander plus d'informations personnelles, des informations. Et cela signifie que le hacker peut ensuite compromettre les systèmes de la compagnie et avoir accès à des informations auxquelles il ne devrait pas avoir accès. Il y a le whaling ou le phishing. Le phishing, par exemple, utilise un appel vocal. La plupart des Kenyans ont été victimes de ce type d'attaque phishing où l'arnaqueur se fait passer pour un opérateur, vous appelle, vous demande des informations personnelles, votre code PIN, donc un mot de passe à 4 chiffres que vous pouvez utiliser parfois pour faire des transferts d'argent. Donc, ils vous appellent, font semblant d'être quelqu'un qui cherche à résoudre un problème et récolte des détails, échange les cartes SIM et vide vos comptes bancaires. Donc, je vais pas vous parler de tous les différents types de phishing, mais il y a quelques exemples à l'écran. Je voulais ensuite vous montrer un exemple d'une attaque de phishing. Donc, il faut que vous remarquiez les petits aspects à remarquer. Voilà, quelque chose qui vous paraît assez étrange, quelque chose que vous ne connaissez pas. La première chose à remarquer, c'est si vous avez l'impression qu'il y a un peu cette connotation urgente dans le mail. Si on vous dit, il faut mettre votre compte à jour. C'est pour causer la panique chez vous, vous faire agir sans réfléchir et vous commettez une erreur. On vous demande des informations personnelles. Donc, par exemple, on vous demande votre mot de passe, des informations qu'un fournisseur de service normal ne vous demanderait pas. Leur objectif, c'est d'avoir accès à des informations sensibles auxquelles ils ne devraient pas avoir accès. Ensuite, ils vous enverront quelque chose d'assez sérieux, qui est un peu en déroute. Dès que vous recevez un mail, comme vous le voyez à l'écran,
il y a une petite main, vous voyez le petit curseur, et avant de cliquer, vous pouvez faire glisser le curseur et voir le lien sur lequel vous allez être redirigé. Si vous voyez un lien très très long avec beaucoup de chiffres, par exemple, ce n'est pas forcément bon signe. Ici, il y a un lien HTTP, mais il n'y a pas de S, donc il n'y a pas de sécurité. Ce lien n'est pas sécurisé. Donc, je vous déconseillerais donc de cliquer sur ce lien. Donc, vous savez que ce n'est pas votre banque. Ici, il y a marqué yourbank.com et plein de chiffres, puis .com. Donc, ces chiffres ne sont pas du tout parlants, par exemple, pour vous. Donc, ce lien est censé vous emmener à un site web où ils pourront compromettre votre appareil. Donc, il est important de glisser le curseur au-dessus du mot de l'hyperlien, mais surtout de ne pas cliquer. Un autre fait révélateur, c'est que les personnes ne parlent pas toujours très bien anglais. Il y a des fautes, par exemple. S'il y a beaucoup de fautes grammaticales, fautes d'orthographe, il est important de lire tout le mail avant d'agir. Donc ici, vous voyez également un poisson bleu. Différentes choses que je n'ai peut-être pas encore mentionnées par rapport au phishing. Mais c'est 2-3 petits conseils. Donc, si par exemple, l'email ne fait aucun sens, par exemple, vous avez téléphoné à votre banque et vous n'aviez pas de problème et vous recevez un mail qui vous dit qu'il y a un problème, ça paraît étrange. Donc, si quelque chose ne vous paraît pas tout à fait juste, si ça vous paraît assez étrange, prenez un moment, réfléchissez, lisez tout le mail avant d'agir. Dans ce genre de mail, vous n'êtes pas adressé directement, on n'utilise pas votre prénom, vos noms de famille, c'est quelque chose d'assez générique. On vous dirait par exemple cher client. Donc, cherchez à identifier tous ces petits éléments. Donc, autre chose, c'est l'usurpation d'identité. Je vois qu'il y a des personnes qui se joignent à nous. Donc, oui, l'usurpation d'identité, c'est lorsque quelqu'un vole vos données pour leur utilisation personnelle. Vous voyez, par exemple, qu'il y a des usurpations d'identité médicale. Quelqu'un prend votre carte d'assurance, va à l'hôpital et bénéficie d'une procédure médicale ou reçoit des traitements en utilisant votre assurance. Ceci a lieu très fréquemment dans mon pays. Je ne suis pas sûre si c'est le cas ailleurs. Mais c'est quelque chose de fréquent. Il y a la fraude d'identité financière où quelqu'un peut utiliser vos coordonnées bancaires ou vos coordonnées de banque ou de carte de crédit et utiliser votre argent en utilisant votre carte. Et finalement, il y a l'usurpation d'identité en ligne où quelqu'un peut créer un compte sur les réseaux sociaux en votre nom et demander à communiquer avec des membres de votre famille ou des personnes ou demander de l'argent à vos proches, à votre famille, en votre nom. Une personne qui a été hackée, l'un de mes amis, envoyait des messages à ses amis en demandant de l'argent et j'ai trouvé cela assez intéressant, mais étrange. Donc, il faut vraiment faire attention. Par exemple, en 2013, Yahoo a remarqué qu'il y avait une violation de données et ceci a compromis le système de Yahoo et a réussi à récolter de nombreuses données de nombreuses personnes et ensuite cherche à revendre ces données sur le dark web. Et donc voilà, je ne sais pas si vous étiez avec Yahoo en 2013, mais peut-être que vos mots de passe, vos coordonnées ont été compromises. Donc en termes de danger, les virus, la fraude, l'usurpation d'identité, je ne pense pas que nous avions cela à l'esprit lorsque tout ceci a commencé. Si on s'était inquiété de tout cela, le web serait peut-être meilleur aujourd'hui, mais peut-être qu'on n'en serait pas là où on en est. Donc voilà,
une citation de Bob Kahn met l'accent sur l'importance de l'élaboration et de réfléchir à toutes ces questions de sécurité avant de créer toutes ces technologies que nous avons. Un autre aspect, et je pense que c'est la dernière chose, le dernier exemple que je voudrais mentionner, c'est les problèmes de santé mentale et les addictions. Je sais que c'est un sujet très intéressant pour de nombreuses personnes ici. Vous ne savez peut-être pas si vous êtes accro à votre téléphone ou pas, ou si c'est juste que vous en avez besoin. J'ai remarqué que vous aviez... L'autre jour, j'ai vu un mème qui parlait d'addiction à Twitter et qui disait, genre, ça se trouve, vous n'êtes pas accro, finalement, peut-être que vous travaillez, vous faites du réseautage, vous êtes là pour développer votre réseau. Mais je pense que les réseaux sociaux ne peuvent pas être mis de côté. Si on se réveille le matin et qu'on ne vérifie pas ses mails, vous allez peut-être louper une opportunité. Peut-être que l'on loupe une réunion. Donc, les réseaux sociaux sont devenus une partie intégrante de notre vie. Donc, il faut faire très attention pour que ceci n'ait pas d'impact sur notre santé mentale. En faisant quelques recherches, j'ai remarqué que la plupart des chercheurs qui travaillent sur l'intersection de l'Internet et de la santé mentale mentionnent que les réseaux sociaux ou les téléphones, tout simplement, les créateurs, les concepteurs de téléphones, ont créé cette question de notification pour créer, appeler l'attention et développer finalement cette... Donc, vous allez probablement saisir votre téléphone s'il y a une notification, un bruit, une vibration. Donc, sur Twitter ou LinkedIn, je crois qu'il y a cette fonction de rafraîchir la page. Vous savez, vous tirez vers le bas, ça fait rafraîchir la page. LinkedIn, je crois, s'auto-rafraîchit. Même si vous regardez du contenu, parfois vous perdez le contenu que vous avez regardé. Tous ces mécanismes ont été développés pour développer votre addiction. Et si vous faites défiler l'appli, vous voyez du contenu et ensuite le contenu, vous continuez, le contenu ne correspond plus et ensuite vous rafraîchissez la page pour essayer d'avoir du contenu. Ça fait que vous passez plus de temps sur les réseaux sociaux. Chez les jeunes en particulier, les adolescents, la génération Z, le Gen Z, ces jeunes passent beaucoup de temps sur Instagram, par exemple, et passent leur temps à regarder la vie d'autres personnes, leur passe-temps. Ensuite, les personnes un peu plus âgées passent leur temps sur LinkedIn, voient les personnes qui parlent de leur promotion, de leurs nouveaux travail, pardon. Et ça peut causer la dépression. Les personnes peuvent avoir l'impression qu'ils n'avancent pas, qu'eux n'ont pas de travail, qu'ils sont toujours à la maison. Donc, ceci peut avoir des causes sur la santé. Cela peut causer des troubles de la santé mentale. Et ce n'est pas juste parce qu'il s'avère que finalement, ces personnes qui souffrent de certaines maladies mentales ne savent pas que ce qui est présenté sur les réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Donc, quelles sont les meilleures pratiques pour rester sécurisé en ligne? Maintenant que vous connaissez un peu plus les menaces principales, tout d'abord, il faut utiliser des mots de passe forts, renforcés. Je sais que Vianney en a déjà parlé, mais je cherche à faire le plaidoyer de ces bons mots de passe. J'ai eu une réunion avec des amis, on a pris un café et on a discuté de tout cela et je leur ai demandé à quoi ressemblent vos mots de passe. Ils ont commencé à me donner d'exemples de leurs mots de passe, du nombre de caractères et j'étais choquée. Je me disais, mais vous êtes les personnes qui allez vous faire hacker puisque vous n'avez pas pris en compte ou vous n'avez pas appliqué les mesures nécessaires pour être protégé en ligne. Donc, pour avoir un bon mot de passe, il faut y avoir plus de 8 caractères. Il n'y a pas forcément besoin d'aller jusqu'à 16, mais il faut que ce soit des mots de passe dont vous pouvez vous souvenir, mais il faut qu'il y ait des chiffres, des caractères spéciaux, des lettres capitales et minuscules. Ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait moins de 8 caractères
et mélangez les caractères spécifiques, les capitales, les minuscules, les chiffres. Je sais que lorsque vous créez des mots de passe, je sais que certains sites vous forcent finalement en fait à avoir de bons mots de passe. Donc, s'il y a des sites qui ne vous forcent pas à avoir tous ces caractères, prenez le temps de quand même créer un bon mot de passe sécurisé. Je ne vous recommande pas d'utiliser Google Password. Je ne sais pas s'il y a des personnes de Google avec nous aujourd'hui, mais si quelqu'un accède à votre compte Google, j'ai été hackée, je connais des personnes qui ont été hackées avec leur compte Google l'an dernier. Je ne vous recommande pas d'utiliser Google pour enregistrer tous vos mots de passe, parce que si quelqu'un a accès à votre compte Google, ils ont accès à tous vos mots de passe. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, que tous les comptes que vous avez sont compromis. Donc, je pense qu'il est plus important d'utiliser d'autres types de comptes. Il y a différentes compagnies qui stockent les mots de passe, mais il faut faire attention parce que certaines de ces compagnies peuvent être hackées également. Une compagnie en particulier a été hackée, leurs systèmes ont été compromis. Les mots de passe des utilisateurs, heureusement, ont été gardés sécurisés. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'avaient pas le mot de passe clé que les utilisateurs utilisent pour se connecter. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir des systèmes de gestion des mots de passe sur votre téléphone ou votre ordinateur. N'utilisez pas les mêmes mots de passe sur tous vos appareils ou sur tous vos comptes. Si vous avez un mot de passe sur votre téléphone, n'utilisez pas le même sur votre ordinateur. Si vous avez un mot de passe sur Instagram, n'utilisez pas ce mot de passe sur un autre compte. Parce que cela signifie que si votre hacker compromet Instagram, il pourra également accéder par exemple à votre compte LinkedIn puisqu'il a le même mot de passe. Donc, il faut s'assurer que vous ayez différents mots de passe pour différents comptes. Vous pouvez également activer la double authentification sur vos comptes. C'est une option qui est fréquemment fournie sur les comptes de réseaux sociaux, sauf peut-être Twitter. Il y a eu un très grand débat. Si vous ne payez pas pour avoir ce petit tic de vérification bleu, vous ne pourrez pas accéder à la double authentification. C'est dommage, mais si vous avez ce privilège sur d'autres comptes comme LinkedIn, allez-y, activez la double identification. Si un hacker essaie d'accéder à votre compte, ils ne pourront pas se connecter. Même avec votre mot de passe, ils auront à effectuer une vérification avec un autre appareil que vous aurez. Et ça va bloquer le hacker d'avoir accès à votre compte. Autre chose, demandez toujours des questions avant de fournir des informations personnelles. Certains d'entre vous recevront des appels. Je vais vous dire comment un de mes amis a perdu son accès à son compte. Quelqu'un a téléphoné. C'était une attaque de phishing. Je pense que c'était du spear phishing. Je pense que cette personne avait ciblé mon ami et savait ce qu'il faisait, vu qu'il était diplomate. Et mon ami avait l'habitude de faire des posts sur les différentes conférences. L'arnaqueur a appelé, a dit qu'il venait de l'ONU, qu'ils organisaient une conférence et qu'ils allaient utiliser un mot de passe ou un code sur son téléphone pour pouvoir l'ajouter à la conférence. Et mon ami a lu le code qui avait été envoyé et il ne s'est pas rendu compte que c'était le code d'authentification double. Et quelqu'un a essayé de se connecter à son WhatsApp. Donc, le hacker a pu accéder à son WhatsApp. Donc, faites très attention. Posez toutes les questions nécessaires si quelqu'un vous demande à avoir des informations personnelles. Utilisez aussi des broyeuses pour détruire les informations personnelles. Je sais que de nombreuses personnes utilisent toujours le papier et certaines personnes peuvent fouiller dans vos poubelles, chercher à avoir accès à vos mots de passe
Si par exemple vous avez des informations personnelles intéressantes, il faut les détruire pour que les personnes ne puissent pas avoir accès à l'information personnelle. Autre chose, c'est de mettre à jour vos antivirus, vos anti-spyware sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, que ce soit des téléphones Android ou iPhone. Donc, il y a normalement des mises à jour de logiciels. Assurez-vous que vos logiciels sont à jour. Ceci empêchera les personnes d'utiliser des logiciels malveillants. Et finalement, ouvrez la caméra de votre ordinateur. Donc, si votre ordinateur est compromis, comme la femme dont je vous avais parlé, vous pourrez vous protéger. J'ai toujours quelque chose qui recouvre ma caméra sur mon ordinateur. Je suis un petit peu parano pour certaines personnes, mais je pense que c'est mieux. Si quelqu'un arrive à compromettre votre ordinateur, il ne pourra pas au moins vous espionner à travers votre caméra. Donc, une autre bonne pratique est de toujours garder des preuves d'attaques, de cyberattaques et d'écrire des rapports. Donc, par exemple, quand mon ami a été piraté, il ne savait pas quoi faire. Mais avec chance, j'ai eu affaire à un type d'incident similaire auparavant. Et donc, je savais comment rapporter ce genre d'incident. Donc, par exemple, au Kenya, nous avons une autorité à laquelle nous avons pu écrire un mail. Et en fait, ils nous ont répondu en moins d'une heure. Et donc, mon ami, maintenant, va pouvoir avoir ses comptes restaurés. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais n'utilisez pas le même mot de passe pour tous les comptes et n'entrez pas vos informations de carte de crédit dans des sites étranges. Donc, je sais que, par exemple, quand on parle de produits IA, il y a de nombreux sites qui utilisent donc ces IA. Et parce que les personnes sont tellement enthousiastes à l'idée d'utiliser ces plateformes, en fait, ils entrent leurs informations bancaires dans ces sites-là sans vérifier. Donc, attention, faites toujours votre vérification avant de fournir vos coordonnées bancaires. Et c'est également le cas pour Bitcoin. Ne donnez jamais votre adresse Bitcoin sans vérifier. Donc, par exemple, moi, j'utilise Bitcoin. Mais beaucoup de ces tentatives de Bitcoin peuvent être assez dangereuses. Donc, ne partagez pas cette information. Donc, certains d'entre nous aiment documenter tous les aspects de notre vie, mais peut-être ne partagez pas notamment vos informations de localisation. Donc, quand vous vous déplacez, éteignez votre localisation parce que vous ne savez pas qui peut vous surveiller. Un autre conseil est donc de ne pas cliquer sur des liens sans vérifier la qualité du lien. Donc, par exemple, faites planer votre souris au-dessus du lien pour que l'adresse s'affiche et que vous puissiez vérifier que ce soit un bon lien. Donc, si vous recevez un lien venant d'une organisation, par exemple, ne cliquez pas directement sur le lien, mais à la place, vous ouvrez Google, vous entrez le nom de l'entreprise en question et vous cliquez sur le site web de l'entreprise à travers Google. Et donc, en fait, ça va vous permettre d'éviter ce qu'on appelle le clone phishing, où donc l'arnaqueur va copier l'adresse mail de l'entreprise. Et donc, en fait, si on cliquait sur le lien reçu, le lien vous emmènerait non pas vers le site web officiel de l'entreprise, mais vers un autre lien. Donc, n'hésitez jamais à demander de l'aide. Donc, si jamais vous avez des problèmes en termes de sécurité, vous pouvez poser des questions en ligne, poser des questions sur les réseaux sociaux. Donc, si par exemple, vous recevez une notification de sécurité que vous ne comprenez pas, eh bien, vous pouvez demander. Et enfin, soyez vigilants. Donc, surveillez votre compte en banque. Parce que quelqu'un pourrait donc avoir accès à vos comptes et effectuer des activités bancaires sans que vous le sachiez. Vous devez également surveiller votre activité Google, notamment si vous avez plusieurs comptes Google.
c'est aussi important de lire vos mails. Je sais que certaines personnes ne lisent pas tous les mails qu'ils reçoivent, mais donc cela va peut-être vous permettre de rater des tentatives de piratage. Donc, par exemple, quelqu'un qui essaie d'utiliser votre compte Google et vous ne le verrez pas si vous ne lisez pas ces notifications, ces emails. Donc, faites attention et à ce que les notifications que vous recevez sont crédibles. Donc, sur ce, j'aimerais vous terminer avec une citation de Sun Tzu qui dit « Si vous connaissez vous-même et connaissez votre ennemi, vous serez sûr dans toute bataille. Si vous connaissez vous-même, mais pas votre ennemi, vous souffrirez une défaite pour chaque victoire. Et si vous ne connaissez ni l'ennemi ni vous-même, vous perdrez chaque bataille. » Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Mademoiselle Manouchi. J'aimerais savoir s'il y a des questions. Nous pouvons répondre à 3 questions maximum. Donc, si vous avez une question, levez la main. Il semblerait qu'il n'y ait pas de questions pour l'instant. Ah, je vois une question dans le chat. Est-ce qu'on peut avoir un enregistrement de cette session? Oui. Il y aura un enregistrement. Je vais coller le lien dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais donc terminer le webinaire. J'aimerais remercier nos 2 intervenants, Madame Tabitha Wangechi et Vianney Forewa. Merci à tous les participants d'avoir été là à l'heure et de nous avoir permis de terminer à l'heure. Et j'aimerais également remercier toute l'équipe. Ah, je vois une question. Je vois la main levée de Gabriel Hanan. Allez-y. Bonjour, je vous parle du Ghana. En fait, je n'ai pas rejoint la session très tôt, mais je voulais poser une question. Donc, souvent, on nous demande de nous localiser sur nos téléphones portables. Et si, par exemple, on a besoin de dire à un membre de notre famille où on se trouve, ces questions de localisation posent problème parce que si on veut évidemment éviter d'être traqué par des pirates, mais donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces pirates n'aient pas accès à notre localisation, mais que, par exemple, nos familles puissent savoir où on se trouve. Donc, rester en sécurité, mais tout en sachant, en laissant les membres de notre famille savoir où nous sommes. Merci beaucoup. Alors, en fait, ce dont je parlais, c'est qu'il y a des personnes qui vont faire une promenade en forêt et en fait, ils postent où ils se trouvent sur les réseaux sociaux. Donc, ils disent « Je me trouve dans la forêt amazonienne et je suis en balade avec ma meilleure amie ». C'est ça qui est très risqué parce que vous exposez votre localisation à des personnes sur les réseaux sociaux qui, en fait, ne devraient pas savoir où vous êtes. Et donc, c'est de cela que je parlais quand je parlais donc de garder et maintenir l'anonymité de votre localisation. Donc, vous pouvez faire des activités, visiter des endroits sans dire sur l'ensemble des réseaux sociaux où vous trouvez. Et c'est notamment le cas si vous êtes une femme. C'est très important de garder cette information discrète. Merci. D'accord, merci. Alors, je vois une autre main levée. Je vois que Monsieur Vianney a une question ou un commentaire. Oui. En fait, ce n'est pas une question, c'est une contribution. Donc, à la dernière question qui a été posée, vous devrez aussi savoir que parfois, quand nous prenons des photos, ces photos, en fait, comprennent des métadonnées. Et la localisation est en fait une de ces métadonnées. Et donc, quand vous prenez des photos dans certains endroits et que vous les partagez, eh bien, ces en fait, métadonnées seront visées. Donc, vous devez enlever toutes ces métadonnées avant de les publier.
Donc, parfois, ces images contiennent des métadonnées qui peuvent identifier donc votre localisation ainsi que de l'information sur l'appareil que vous utilisez. Et donc, vous devez éviter de partager autant que possible pour éviter donc de vous exposer à certains risques et notamment en partageant votre localisation. Thank you very much for this. Merci beaucoup pour cette contribution. Et enfin, nous avons donc Sabah Tiku. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Sabah. J'aimerais remercier Tabitha pour sa présentation formidable. J'aimerais donc poser une question. On parlait de Twitter et notamment l'authentification à double facteur. Eh bien, une fois, j'avais prévu donc d'avoir cette double authentification sur Twitter, mais je ne pouvais pas le faire à cause donc de cette question. Et je voulais également lier mon compte Twitter et mon compte LinkedIn, mais je ne l'ai pas fait parce que mon Twitter n'avait pas cette authentification double. Et donc, si quelque chose se passait avec mon Twitter, eh bien, ça allait permettre aux pirates d'avoir accès à mon compte LinkedIn aussi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres façons de protéger son compte Twitter? Donc, à part cette double authentification? C'est donc ma question. Merci. Merci Sabah pour cette question et pour votre écoute. Comme je l'ai dit, c'est vraiment dommage que Twitter ne propose donc cette double authentification que pour les personnes qui donc payent pour avoir leur vérification, leur compte vérifié. Mais donc, il y a différentes façons d'éviter de compromettre son compte sur Twitter. Donc, évitez de partager vos mots de passe, vous protéger. Il y a certaines personnes qui révèlent trop d'informations personnelles et en fait, ça permet presque de deviner leur mot de passe. Donc, première étape, restez très discret en ce qui concerne donc, le partage de vos informations personnelles en ligne. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'autres façons de maximiser votre sécurité à part donc de payer pour cette vérification, d'avoir un compte vérifié et avoir accès à la double authentification. Donc, voilà, c'est ce type de mesure qu'il faut prendre. J'espère que ça répond à vos questions. Mais je pense qu'il est possible d'activer donc la double authentification sur LinkedIn. Je l'ai fait pour un ami l'autre jour et ça a fonctionné. Donc, ne vous inquiétez pas pour Twitter. Contentez-vous d'avoir donc cette double authentification sur LinkedIn. Et si vous pouvez un jour vérifier votre compte sur Twitter, vous aurez accès à cela. C'est une couche supplémentaire de sécurité, mais ça ne signifie pas que si vous ne bénéficiez pas de la double authentification, tout est perdu et que un hacker, un pirate peut vous pirater. Donc, par exemple, ayez un mot de passe très, très fort. Ayez un mot de passe qui soit renforcé, qui ne comporte que quatre lettres, sans caractères spéciaux, sans chiffres, etc. Cela ne vous protégera pas. Donc, il y a de nombreux outils qui sont inventés pour, en fait, deviner des mots de passe. Donc, par exemple, quelqu'un peut prendre 2 minutes, 3 secondes pour donc deviner un mot de passe très faible. Mais quelqu'un d'autre aura un mot de passe qui ne sera pas devinable, même si on avait 50 ans pour le faire. Donc, vous pouvez vous protéger en ligne en ayant des mots de passe très forts. Et donc, par exemple, sur Twitter, si vous n'avez pas la double authentification, eh bien, c'est pas forcément grave. Mais les cybercriminels développent de plus en plus de stratégies intelligentes pour pirater les gens. Mais donc, si vous avez un mot de passe fort, vous ne devrez pas vous inquiéter. Merci. Merci beaucoup, Madame Tabitha Wangechi. Donc, c'était la dernière contribution à ce webinaire. Encore une fois, merci beaucoup aux intervenants. Merci beaucoup à l'équipe d'interprétation et
Merci beaucoup aux participants. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Je vais donc m'arrêter là et vous souhaiter une bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci.